Sibentoum, je suis cheveux-tologue. Un cheveux-tologue, c'est quelqu'un qui s'occupe du soin de la peau et des cheveux selon des techniques ancestrales. Lors d'une masterclass, une dame ivoirienne qui m'a dit « Mais toi, vraiment, tu as des connaissances, mais en fait, t'es cheveux-tologue, quoi. » Et donc, du coup, c'est le terme qui est resté. C'est une façon de prendre un terme en français, entre guillemets, mais on sait bien que ça a une origine africaine, du coup, parce que ça n'existe pas, tout simplement. C'est vrai que ça fait un peu bizarre de voir un homme qui vient parler de cheveux. En fait, moi, ce rapport aux cheveux, il date de l'enfance. C'est que depuis enfant, j'ai toujours voulu avoir les cheveux longs, je me souviens. Et c'était déjà compliqué avec mon père qui, bah non, pour lui, non, on va couper les cheveux, il faut faire propre et tout ça. Et j'aimais beaucoup l'une des photos de l'album de Lionel Richie avec la longue chevelure. Enfin bon, je pense que c'était du défrisage à l'époque, mais voilà. Et puis plus tard, ça m'est revenu bien plus tard aussi avec un groupe qui s'appelait les Milli Vanilli, de noir avec des cheveux longs. Bon, c'était des mèches certes, mais c'était quand même très intéressant. Et puis bien longtemps après, j'ai commencé à me natter les cheveux. Et le rapport avec les gens était très complexe parce qu'il y avait une partie des gens qui, pour eux, j'étais un toxicomane, enfin, je fumais ou je ne sais quoi. Et puis pour d'autres, ça interpellait quand même de voir un homme qui laisse pousser les cheveux et tout ça. On va dire que ce décalage qu'il y a entre une certaine réalité qui concerne nos cheveux et notre peau et ce qu'on va dire du fonctionnement de nos cheveux et de notre peau, selon moi, en fait, elle est due à des phénomènes historiques, à savoir l'esclavage, la colonisation ensuite, qui ont fait qu'on a tout fait pour qu'on dénigre nos connaissances anciennes de nos scientifiques. Parce que moi je les appelle des scientifiques, ce ne sont pas des sorciers ou je ne sais quoi. Ce sont les connaissances de ces scientifiques-là qu'on nous a appris à dénigrer et qui font qu'il y a eu ce grand fossé dans le traitement de notre peau et de nos cheveux. Et maintenant, quand il y a quelques voix qui se sont élevées, même aux États-Unis, ici en France, pour essayer de faire comprendre que non, les produits qu'on utilise ne sont pas adaptés à notre peau, à nos cheveux. Puis en fait, il y a toute cette masse de publicité et autres qui fait que ce sont des voix qui ne sont pas forcément entendues. Donc du coup, parler d'ancestralité, c'est pas tant que ça revendiquer, mais c'est juste revenir à un paradigme qui intègre le cheveu et la peau autrement qu'un simple produit, enfin, quelque chose qu'il faut soit faire briller ou donner un certain état sans pour autant que ce soit en profondeur. Il faut savoir que par exemple la peau et les cheveux, c'était nos pièces d'identité, on va dire, d'une certaine manière, dans le sens où rien qu'en regardant les cheveux de quelqu'un à distance, on pouvait savoir son état marital, ce qu'il en est de son statut social et autres, selon parfois certaines scarifications ou certains tatouages, on pouvait en savoir tout autant. Et le fait d'avoir effacé ça déjà, concernant notre corps qui était considéré comme un temple, quelque chose de très sacré, puisque c'était ce qui contenait la vie, la façon de se réapproprier notre corps va nous permettre, selon moi, de voir les choses autrement. Aussi de comprendre certaines idées, entre guillemets, géopolitiques sur la notion de production de nos propres produits, alimentaires déjà, cosmétiques et voire d'autres aussi. C'est aussi une nouvelle façon, une ancienne mais nouvelle façon du coup de revoir la notion d'esthétique, puisque moi je suis un peu contre le terme de beau, de laid ou la notion d'art pour l'art tout simplement, puisque dans la conception ancestrale, rien n'était séparé du spirituel, on va dire. La notion de masque par exemple qu'on peut voir maintenant dans les musées, ces masques-là n'étaient pas faits par des artistes à proprement parler, ni même par ce qu'on pourrait appeler juste des artisans. C'était des personnes qui étaient initiées
pour pouvoir toucher ce bois et pour pouvoir le travailler. Certes, ça donnait quelque chose de beau, mais ce n'était pas tant que ça le beau, entre guillemets, qui était recherché. D'ailleurs, là, à ce moment-là, il faudrait plus revenir sur la notion de Néfer. Donc là, on parle en médonéter, c'est-à-dire les termes les hiéroglyphes, comme on pourrait dire, puisque Néfer, en fait, en égyptien ancien, on va dire ça comme ça, Néfer, ça signifie non seulement beau, mais ça signifie aussi accompli. C'est-à-dire que quand une œuvre est accomplie et que l'artiste a fini soit de tailler la pierre ou le bois, à un moment donné, il s'arrête. Bon, je l'imagine, je ne suis pas artiste, mais on va dire qu'il fait un hochement de tête. Là, c'est bon, c'est fini, c'est terminé. Donc c'est ça un peu la notion de beau. C'est parce qu'il y a vraiment des coiffures vraiment artistiques, magnifiques. Et c'était vraiment une autre vision du beau. Et voilà. Pour moi, le cheveu afro, et surtout quand on le laisse s'exprimer, est très souvent vu comme étant négatif, aussi bien pour les femmes que pour les hommes, parce que justement, nos cheveux, c'était nos parures, c'était nos pièces d'identité, mais plus que ça. Déjà, les cheveux, c'est ce qui couvre la tête. La tête, c'est le siège de la pensée, d'une partie des émotions, de beaucoup de choses en fait. Donc, on avait déjà toute cette importance-là au niveau du cheveu. Donc, quand l'explorateur, qui devient ensuite le colon, voit ça, l'une des premières choses qu'il se voit obligé de détruire, de casser, de briser et vraiment d'écraser, c'est cette notion, ce rapport qu'on avait à notre corps, dont la peau et les cheveux. Et du coup, je pense qu'il y a comme une mémoire, on va dire, qui reste. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de nous voir exprimer notre style capillaire, c'est que toute personne noire, en tout cas afro, qui va commencer à laisser s'exprimer ses cheveux autrement que ce qui est déjà vu, lui, c'est un troublion. C'est quelqu'un qui va chercher à. Et en plus, ça se voit parce que la plupart de certaines coiffures, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, c'était souvent des coiffures qui étaient liées à des mouvements politiques. On peut parler de la dreadlocks, même la dreadlocks en Afrique, c'est-à-dire en Éthiopie, parce que les guerriers avaient décidé de ne plus se couper les cheveux tant que leur empereur ne revenait pas sur le sol d'Éthiopie. La dreadlocks au niveau de la Caraïbe aussi, pour certaines raisons tout autres, même spirituelles. On peut parler de la fameuse afro. C'était aussi une façon de montrer que j'ai des cheveux, ils ne sont pas comme les vôtres, et alors. Donc il y a toutes ces choses-là, et même le côté nappy, entre guillemets, certaines femmes qui vont commencer à ne plus défriser, à faire plusieurs coiffures et tout ça, ça va commencer à déranger du fameux cheveu plat, du chignon, cheveux défrisés souvent, et de l'homme qui aura le crâne rasé, qui sera tout propre sur lui, quoi. Donc souvent, en tout cas dans nos populations, le fait de s'intéresser un peu plus à son cheveu, c'est déjà s'intéresser un peu plus à soi-même, c'est qu'il s'est déjà passé quelque chose dans la tête. Alors, selon moi, actuellement, je pense qu'il y a une sorte de zone grise qui est en train de s'opérer par rapport à la notion capillaire, dans le sens de s'exprimer par son cheveu, parce qu'au départ, on a réprimé, et encore une fois, c'est passé par la femme, parce que je pense que beaucoup de mouvements de libération, même si c'était des hommes qui étaient devant, c'était grâce à une énorme logistique et un énorme soutien de la femme noire. Et là, au niveau capillaire, c'est la femme noire qui, à un moment donné, a déplacé les murs, comme on dit, qui a fait bouger les murs. Pour moi, lorsqu'on parle de caractéristiques du cheveu afro, et là effectivement j'insiste, je parle du cheveu afro, c'est que le cheveu afro, c'est un cheveu, comme je l'ai dit, qui est versatile, qui a une tendance sèche, voire même très sèche, mais pour moi, ce n'est pas un cheveu qui est crépus. C'est-à-dire que je refuse déjà ce terme, parce que ce sont des termes qui nous sont imposés et qui n'ont pas forcément une bonne connotation. Pourquoi ? Parce que crépus, lorsqu'on emploie le terme crépus pour des cheveux, en général, en tout cas dans la langue française, c'est souvent quand deux femmes se sont battues, on dit qu'elles se sont crêpées le chignon. Donc juste après les avoir vues, je ne suis pas sûr qu'on parle vraiment d'une belle coiffure en fait. Donc, et par contre pour la femme noire, quel que soit son aspect,
quel que soit le temps qu'elle aura mis à se coiffer, on dira qu'elle a les cheveux crépus en fait. Donc pour moi ça passe pas ce terme-là, dans le sens où, même en anglais, alors je suis pas du tout anglophone mais j'ai quand même un peu cherché, on peut parler de kinky hair, alors que kinky, quand on regarde vraiment dans le dictionnaire, ça veut dire limite pervers, tordu, en tout cas quelque chose de bizarre, quoi. Donc voilà comment est-ce qu'on est en train de définir nos cheveux. Donc déjà, même si on ne comprend pas vraiment ce qu'il y a ou la signification, il faut savoir que c'est une charge qui est forte et qui est puissante au niveau de notre aspect et de notre estime de soi, justement. Et du coup, je sais qu'il y a souvent cette tentation de classifier les cheveux en 4A, B, C, D, jusqu'à je ne sais combien. Alors, c'est vrai que les cheveux sont différents. Déjà, même un être humain peut avoir 2 à 3 types de cheveux différents, mais mélangés sur sa propre tête. Mais j'invite souvent les gens à faire attention à ce genre de choses-là, à ce genre de terminologie, parce que lorsqu'on commence à classer les cheveux, moi ça me rappelle aussi lorsqu'on classait les teintes de couleur de peau. Il y avait le mulâtre, il y avait le chabin, il y avait le nègre, il y avait ceci, cela. Je crois qu'ils sont arrivés jusqu'à un peu plus de 100 terminologies pour nous. Et je vois pas vraiment l'intérêt dans le sens où lorsque vous commencez à utiliser des produits adaptés, déjà, le cheveu change. Donc si j'étais 4A, je ne sais pas, peut-être que je vais devenir 3B, allez savoir. Donc c'est un peu dommage de figer l'état des cheveux et de se donner encore une espèce de carte d'identité à nous on a un cheveu, on en prend soin et avec ça on peut en faire beaucoup de choses. Donc crépus, aujourd'hui on dit que le cheveu crépus c'est un cheveu qui est extrêmement frisé. C'est ça la définition du dictionnaire. Mais en fait quand on parle de crépus, je pense que vous me comprendrez, c'est qu'on parle d'un cheveu qui est rêche, qui est sec, qui est cassant, qui est douloureux. Et voilà de quoi on parle lorsqu'on parle du cheveu crépus. Alors que si vraiment ce cheveu-là, depuis tous ces millénaires, était si sec, rêche, donc crépus, est-ce que vraiment vous imaginez que nos femmes et que nos hommes aussi auraient eu la possibilité de faire autant de styles de coiffure? Moi, je pense pas. Je pense que justement, c'est parce que les cheveux étaient malléables et qu'on utilisait les produits adaptés. C'est grâce à ça qu'on a pu même chercher à s'exprimer encore plus via nos cheveux. Je peux pas vraiment indexer ou dire que c'est mauvais en soi. Je parle de la santé, même pas d'un point de vue esthétique, je parle vraiment de la santé. Et maintenant, utiliser une perruque ou un tissage, en soi, c'est pas un problème. Par contre, quand on commence à utiliser sur une année de 12 mois et qu'on est 9 mois sur 12 avec une perruque ou avec des mèches souvent artificielles ou même quand elles sont naturelles, là ça peut devenir problématique, surtout lors du tissage, parce que la perruque on peut l'enlever le soir encore et ça peut créer certains problèmes. J'ai toujours cette blague où j'explique aux gens qu'on peut reconnaître la femme noire par 3 réflexes. Soit elle tape, soit elle gratte, ou soit elle prend un stylo et elle pointe comme ça. Donc c'est comme ça en fait qu'on va reconnaître la femme noire, parce que tout simplement c'est quelque chose qui est tellement ancré chez nous. Mais en fait tout ça c'est quoi? C'est parce qu'en fait le corps, lui, là on repart dans l'ancestralité, le corps humain sait qu'à un moment donné ça ce n'est pas à moi. Donc il va faire ce qu'on appelle un rejet tout simplement. C'est un rejet de la même manière que lorsqu'on fait une greffe, même vous pouvez prendre votre propre frère, votre propre mère pour la greffe d'un rein, il peut y avoir un rejet aussi. Combien de fois d'un point de vue capillaire? Et donc ça va créer des irritations et parfois même ça peut aller jusqu'à des mycoses parce que on va gratter, parfois jusqu'au sang et autres, et on n'a pas toujours les mains bien propres et même le simple fait de mettre comme ça, le cuir chevelu sent que c'est pas à moi, c'est pas de moi, donc ça va créer ce genre de choses là. Donc il faut vraiment faire attention et aller prendre un juste milieu. Donc si vous voulez demain avoir les cheveux rouges ou les cheveux verts ou les cheveux lisses, aucun problème, franchement, utilisez une perruque, en plus il y a beaucoup de progrès là-dessus. Mais par contre, indexer quelqu'un parce qu'elle va porter la perruque et dire qu'elle veut ressembler à la blanche, c'est pas toujours ça. C'est parce que parfois, le matin, si mon cheveu n'est pas assez malléable et autres, voilà, il faut être assez pratique et il faut utiliser des artifices. Dès l'instant qu'on apprend à se réapproprier notre cheveu avec les bons produits et la bonne éducation, on se rend compte qu'effectivement le matin je peux faire pas mal de trucs intéressants et rapidement.